Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Ce lundi, 4 collégiens étaient jugés après le suicide de Lucas, 13 ans. Ces collégiens ont été reconnus coupables de harcèlement scolaire. Ils n'ont pas été reconnus coupables du suicide de l'enfant. Le 29 avril dernier, Thibaut, 10 ans, s'est pendu après 2 ans de harcèlement scolaire. Et hier, la première dame de France, Brigitte Macron, a reçu les parents de la petite Lindsay. Lindsay, c'est une collégienne de 13 ans qui s'est suicidée en mai après avoir été victime de harcèlement scolaire à son collège de Vendin-le-Veil dans le Pas-de-Calais. Alors peu de médias en avaient parlé, notre journaliste Emmanuel Noël en avait fait une chronique il y a 2 semaines bien avant tout le monde. Peu de médias en avaient parlé. Emmanuel Noël en avait parlé parce que ça avait eu une grande ampleur sur les réseaux sociaux. En effet, 2 de ses amis témoignent de harcèlement qu'avait subi Lindsay, notamment lors de bagarres à l'intérieur du collège, à l'extérieur du collège, devant le principal du collège en question. Elle a aussi été victime de cyberharcèlement. On va revenir sur ce qu'est le cyberharcèlement, notamment sur le réseau social TikTok. Et puis les parents de Lindsay ont vu le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Alors pour lui, le suicide de Lindsay est un échec collectif, une tragédie pour ses proches, pour l'éducation nationale et pour le pays, comme pour le suicide de n'importe quel jeune. Mais chez Pascal Praud sur CNews, lundi dernier, les parents de Lindsay ont dénoncé le manque de sincérité du ministre de l'Éducation nationale. On l'écoute. Est-ce que vous êtes satisfait du rendez-vous que vous avez eu ? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, pour moi, c'est mon ressenti. Il n'y avait aucune sincérité de sa part. Aucune conscience de vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que c'est pris beaucoup à la légère, ce qui arrive. Je me sens pas du tout soutenue et non. Voilà, vous écoutiez Betty, la mère de Lindsay, cette adolescente donc de 13 ans qui s'est suicidée en mai dernier après du harcèlement scolaire. Alors aujourd'hui, 1 élève sur 10 est harcelé à l'école. Alors est-ce que ces harcèlements sont des faits divers ou est-ce qu'il y a véritablement un phénomène de harcèlement scolaire ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Anne Coffinier. Bonjour Anne Coffinier. Bonjour. Vous êtes présidente de Créer son école et fondatrice de la fondation Kairos pour l'innovation éducative. Et nous sommes avec Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle Dupont. Bonjour. Vous êtes psychologue, clinicienne, psychothérapeute. Vous êtes auteur de Se libérer de son moi toxique, de L'anti-mère. Une psychologue raconte comment elle a survécu à une mère maltraitante aux éditions Albin Michel et de Réussir son divorce aux éditions Larousse. Alors Anne Coffinier, je me tourne vers vous pour commencer. Alors comment un enfant est amené à être harcelé et à partir de quel moment on peut parler donc de harcèlement scolaire ? Le harcèlement scolaire, c'est avant tout le fait de subir des agressions qui peuvent être soit physiques, soit verbales, soit de plus en plus électroniques, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Et le plus souvent, c'est un mix de tout ça. Après, c'est une question d'intensité et de répétition. Et c'est aussi une question de réaction de l'entourage. À partir du moment où l'entourage soit n'est pas au courant, soit minimise le fait, et que l'enfant se sent seul, et seul dans cette agression, alors là, il y a toutes les caractéristiques pour que ça devienne insurmontable. Alors, comment ça s'est produit, comment ça s'est développé? On en a parlé bien plus tôt aux États-Unis qu'en France, et certains, on voit beaucoup ça dans les séries américaines, où ça fait vraiment partie des toiles de fond de la plupart des intrigues des séries qui se passent dans des campus ou dans des lycées américains. C'est présenté vraiment comme une chose extrêmement banale et coutumière. Maintenant, en France, sous cette forme-là, moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est quand même profondément lié à 2 phénomènes. C'est peut-être tôt pour rentrer dans l'émission, dans le sujet, mais je voudrais les mettre tout de suite sur la table. Le premier phénomène, c'est vraiment l'éloignement des parents. C'est-à-dire que les parents, dans la plupart des établissements publics, sont tenus à bout de gaffe. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas présents, ils sont pas au courant, ils voient en général pas grand-chose de la vie scolaire, ils voient pas grand-chose de la réalité de la vie de leurs enfants à l'école. Et le fait que les enfants soient à ce point
dans un espace sans interaction, sans possibilité d'action avec les parents. Je pense que c'est vraiment une source du problème. C'est certainement pour ça que ça se passe moins mal dans le privé sous contrat. Mmh. Et la deuxième chose, c'est quand même l'impunité générale et l'effondrement de l'autorité multiforme, et une protéiforme, et notamment, évidemment, l'autorité de l'État. Mmh. On est à une époque où des maires, MAIRES, pointent du doigt le fait qu'ils ne se sentent pas protégés, pas défendus par l'État et qui démissionnent. On est à une époque aussi où des maires, ME accent grave RES, se sentent pas soutenus par le proviseur, par le responsable de la police, pour la maire de l'INSEE par exemple, même le ministre, qui n'a pas l'air de bien se rendre compte de ce que c'est qu'un engrenage dans lequel tout le monde trouve que finalement c'est pas bien grave et que c'est pas vraiment sa responsabilité. Mmh. Donc on peut peut-être s'interroger sur la mort de l'autorité, la dilution des responsabilités, dire les sanglots dans la voix que c'est un enjeu collectif, c'est une responsabilité collective, c'est quand même le meilleur moyen pour dire que c'est pas ma faute à moi, proviseur, c'est pas ma faute à moi, ministre, c'est pas ma faute à moi, parent. Mmh. Voilà, donc on aura l'occasion de développer ça. Oui, après. voilà, on va parler notamment de cet effondrement de l'autorité, mais je voulais me concentrer, Marie-Estelle Dupont, sur les enfants, notamment ces enfants qui ont un manque total d'empathie, c'est-à-dire qu'on parle notamment de 4 filles qui ont été notamment mises en examen après ce suicide. Ces 4 filles, même après le suicide de l'INSEE, ont continué les harcèlements ont continué à se moquer donc, de l'INSEE, donc, sur notamment le réseau social TikTok. On va revenir d'ailleurs sur ce réseau social. Comment vous expliquez un tel manque d'empathie de la part des enfants aujourd'hui qui peut amener à du harcèlement scolaire et donc amener à un suicide de cette petite l'INSEE? Alors, l'empathie, il faut savoir que c'est une compétence cognitive qui est à l'état embryonnaire chez l'être humain, chez tous les mammifères. En fait, tous les grands mammifères ont une capacité d'empathie, mais elle est embryonnaire et elle nécessite d'être développée. Mais il y a une sorte de sens moral archaïque chez le bébé déjà qui sait distinguer un peu le bien du mal. Et évidemment, si on l'éduque, il va pouvoir mettre en place une empathie et une adaptation sociale. S'il n'y est pas éduqué, ça ne sera pas le cas et il n'arrivera pas à réguler en fait ses impulsions destructrices. Donc, il est évident que la question du profil des harceleurs et de cette absence d'empathie pose la question de l'éducation. L'amour parental, il a 2 jambes. C'est la tendresse d'une part, les limites, les interdits d'autre part. Donc, quel est le modèle, quel est l'exemple en termes de dialogue, en termes de respect de l'autre, en termes de capacité à s'identifier à l'autre qu'ont reçu ces enfants, c'est une chose, la place de la sanction. Et puis, je crois qu'on vit aussi dans une société où, comme le disait Madame, la destruction des figures d'autorité, des cadres, elle s'est jouée sur toutes les strates. C'est-à-dire qu'il y a la question des figures d'autorité collectives de l'État, du professeur qui a peur de représailles, qui a peur de se faire lyncher parfois, et la question de la figure paternelle qui a été attaquée. Maintenant, on s'attaque pour des raisons idéologiques à la figure maternelle. Or, ce sont ces liens affectifs essentiels qui permettent justement d'avoir un surmoi, d'avoir un cadre interne. Et je pense que, si vous voulez, ça pose la question de qui sont les adultes d'aujourd'hui. Et on est arrivé... moi, je parle d'effondrement psychique de l'homme contemporain, parce que je crois qu'on a considérablement régressé. Et qu'il y a 100 ans, la nature humaine n'a pas changé, la nature humaine, elle ne change pas. Mais il y a 100 ans, même un individu lâche qui avait envie de détourner le regard d'une situation un peu gênante, par souci du vernis social, par souci de l'image, allait quand même avoir un petit sens de l'honneur et tenter de faire quelque chose. Aujourd'hui, ça n'est même plus le cas. C'est-à-dire que moi, quand Papenda il dit on a échoué, non, je suis désolée. On échoue quand on a essayé. On échoue quand on a mené un combat pour l'honneur. Donc la question de la maturité, de la solidité de la personnalité de ces individus et de leur éthique, parce que la société repose sur des lois, mais elle repose aussi sur notre éthique, l'impossibilité d'aller porter secours, l'absence d'empathie chez les adultes, elle est bien évidemment reliée à l'absence d'empathie chez les enfants dans notre société aujourd'hui. Ça descend. S'il n'y a pas de capacité morale chez les adultes, comment voulez-vous que les enfants s'identifient à des modèles qui soient structurants? Oui, tout à fait, c'est cet effondrement de l'autorité. Et ce que vous dites aussi,
mais on va en reparler. C'est donc les parents eux-mêmes sont des adolescents et c'est compliqué pour des adolescents d'avoir de l'autorité sur des enfants. Mais je voulais revenir sur le cyberharcèlement parce que c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé et dont Pape Ndiaye aussi ça a été considéré comme une excuse, c'est-à-dire de dire finalement c'est sur les réseaux sociaux, on peut rien y faire. Aujourd'hui on parle de cyberharcèlement, on parle notamment de TikTok. Alors pour nos auditeurs, TikTok c'est un réseau social, c'est un flux de vidéos courtes, hypnotiques. Et donc Anne Coffinier, je voulais revenir sur cette notion de cyberharcèlement. C'est évidemment nouveau parce que c'est avec l'arrivée notamment des smartphones. Et le problème, c'est que l'INSEE en question était harcelé donc à l'intérieur de l'école, mais aussi à l'extérieur de l'école à cause de ces réseaux sociaux. Oui, alors cette dimension est devenue fondamentale dans le harcèlement et ça prend une spirale, comment dire, c'est tout à fait étouffant parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de limite dans le temps, il n'y a plus de limite dans l'espace. Donc c'est pas je vais passer un sale quart d'heure à la rentrée parce qu'ils vont me bousculer ou jeter mon cartable, hein, comme on a peut-être reconnu soi-même. C'est en permanence. Alors, dans le cas des parents de l'INSEE, c'était pas le cas, mais souvent, on note quand même qu'il y a un peu un problème d'électronisme, c'est-à-dire que la jeune génération est extrêmement habile avec les réseaux sociaux, notamment. Les harcelés ne sont pas toujours autant, et les parents des harcelés le sont souvent pas du tout. C'est-à-dire qu'ils peuvent passer complètement à côté de ce qui leur arrive. Et on voit même que parfois, ça arrive aux professeurs. Et vous savez qu'il y a des professeurs qui sont harcelés sur les réseaux sociaux. Certains sont même pas au courant. Ou d'autres le découvrent trop tard ou bien réagissent maladroitement. Donc en fait, il y a une fracture numérique, si on peut dire, une fracture des réseaux sociaux, où d'un côté, il y a des gens expérimentés qui savent mille manières pour ridiculiser l'autre, et de l'autre côté, il y a des gens qui ne savent pas très bien s'y prendre, et qui d'ailleurs ont tendance à mépriser ces réseaux sociaux qui ne les intéressent pas. Or, on ne peut pas mépriser les réseaux sociaux quand c'est le lieu où les enfants sont maltraités. Alors déjà, la première chose qu'on peut faire, je pense que c'est déjà interdire complètement les portables dans la plupart des établissements et donner des outils, des tablettes, ce qu'on veut pour certains exercices précis. Je pense que déjà, on limiterait un peu la casse parce qu'il y a beaucoup de photos qui sont prises dans le cadre des établissements et qui après sont utilisées sur les réseaux sociaux, détournées, tout ce qu'on veut. Donc si déjà, vous ne pouvez pas faire un petit réel dans les toilettes en baissant le pantalon de la fille, ou en la ridiculisant, ou en la poussant, ou en l'en mettant par terre avec le pied sur la tête, bon, déjà, ça sort déjà la matière première. Et ensuite, il me semble, et ça a vraiment été très bien pointé par Estelle Dupont, le vrai problème, c'est l'effondrement moral. C'est l'effondrement du sens du bien et du mal, c'est donc la morale. Et justement, ça a quand même partie liée avec la disparition de la culture, en tout cas dans notre pays, la culture chrétienne, ou plus largement une culture religieuse, ou une culture traditionnelle où les anciens disent c'est bien, c'est mal, et où les jeunes ne pensent pas à considérer que ce que dit que les anciens est bien ou mal, c'est en soi ridicule et doit être transgressé. On va revenir là-dessus. Il y a toujours eu, il y a toujours eu des éléments. Oui, pardon. Anne Coffini, excusez-moi. On va revenir justement sur la perte de ce sens moral juste après, parce qu'il est 8h, c'est l'heure du bulletin d'actualité d'Emmanuel Noël, et on revient vers vous juste après. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. Et nous sommes avec Marie-Estelle Dupont, on le rappelle, psychologue clinicienne, psychothérapeute, et Anne Coffinier, présidente de Créer son école et fondatrice de la fondation Kairos pour l'innovation éducative. Pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, on parle de harcèlement scolaire et notamment du suicide de cette collégienne de 13 ans qui s'est suicidée en mai après avoir été harcelée. Et donc Anne Coffinier, vous nous parliez notamment de la perte du sens moral, de la perte du sens finalement du bien et du mal. On ne sait plus ce qu'est le bien et on ne sait plus ce qu'est le mal pour ces adolescents, parce qu'on rappelle donc elle a été harcelée donc par ses camarades de classe. Oui, tout à fait. Donc en fait, la question du harcèlement, on en parle comme d'une question qui serait un peu à part. Mais c'est pas à part puisque donc elle est connectée d'une part à la question de l'autorité, à la question de l'impunité et à la question morale. Et aujourd'hui, on parle beaucoup, par exemple, de la formation en éducation morale et civique. On parle beaucoup de choses comme ça, mais finalement, on va faire des grandes leçons sur des sujets vastes, mais pas tellement personnalisés. C'est-à-dire qu'on va vous faire des grandes leçons sur la tolérance, sur la non-discrimination, sur le respect des autres.
mais concrètement, ça n'infuse pas, ça ne traverse pas le quotidien de l'école. Il faut bien dire que dans les établissements privés, qu'ils soient sous contrat ou hors contrat, il y a on pourrait dire une attention à l'individu, une charité, pour appeler les choses par leur nom, qui est beaucoup plus palpable. C'est-à-dire que si un enfant fait du mal à un autre, eh bien, les autorités présentes vont lui faire honte, vont lui dire, enfin, qui tu es pour te comporter d'une manière inhumaine. Alors que dans un espace sans référentiel de bien et de mal, ce type d'action, ce type de réaction va pas avoir lieu. Et on a même parfois une inversion où certains caïds, entre guillemets, sont reconnus comme tels parce qu'ils pratiquent justement le mal, le harcèlement, parce qu'ils sont méchants au sens strict du terme. Et donc cette valorisation, comme vous êtes valorisé quand vous faites un tour en prison, cette valorisation du « je suis un caïd parce que je fais le mal », je harcèle au moins 2, 3, 4 personnes avec « ah ah ah, je les ai poussés au suicide », voyez, et on rentre dans une logique qui est complètement folle. Alors le dernier point que je voulais dire, c'est que vous avez souligné un point, Arnaud, qui était essentiel. Il y a plusieurs des jeunes collégiennes qui ont continué à se moquer et à harceler l'INSEE après son suicide. Ouais, ça. Alors là, on entre dans la, je sais pas combien de dimensions. Et c'est là que c'est très intéressant. Ça veut dire qu'en fait, elles ont complètement perdu le sens du réel. Elles ne se rendent pas compte que là, il y a une personne qui est morte. Elle est morte. Il n'y a pas pire. Il y a un avant, il y a après, il n'y a pas de discussion. Elle est morte. Et elle est morte en partie à cause d'elle-même. Ça veut dire peut-être qu'il y a une dilution du sens du réel qui vient du fait qu'on est plongé sans arrêt dans des séries, dans des jeux vidéo, dans des réseaux sociaux, avec des logiques d'avatar, avec des logiques de métaverse, etc., etc. Cela dit, sur le métaverse, parenthèse dans la parenthèse, on se rend compte aussi qu'il y a du harcèlement. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais dans le métaverse, alors que vous avez un avatar, que c'est un univers complètement, déréel, non réel, eh bien, les gens se débrouillent encore d'harceler, et même parfois de harceler sexuellement, il faut quand même le faire, les autres sur le métaverse. Donc, cette perte de réalité, cette perte de sens de la conséquence des gestes, comme si rien n'avait de poids, comme si rien ne portait à conséquence, je crois que c'est extraordinairement intéressant à analyser et se demander comment on pourrait faire pour reconstruire une éducation où les choses aient des conséquences. Et évidemment, dans le domaine scolaire, mais pas que. Quand on a une justice qui sanctionne jamais rien, où les gens qui se font attraper 2 secondes sont sortis en faisant un bras d'honneur à la police, évidemment que globalement, la notion même de bien, de mal, de sanction et de conséquences a complètement disparu de l'univers des jeunes. Oui, c'est ça. Donc je pense qu'on a fait le tour notamment des jeunes, sauf si Marie-Astelle Dupont, vous vouliez rajouter quelque chose ? C'est ce que je dis dans la tribune que j'ai publiée hier dans Le Figaro. Je crois que tout ça est d'abord lié effectivement à la déspiritualisation de la société. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un relativisme moral absolu chez les adultes et où il y a une injonction à jouir sans entrave et où il n'y a plus effectivement de bien et de mal, les réseaux sociaux arrivent en second finalement. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on ne passe plus de temps à transmettre des choses à son enfant, il va sur les réseaux sociaux, ce qui renforce l'abolition de la frontière entre l'imaginaire et le réel. Ça, c'est une certitude. Mais les réseaux sociaux sont aussi la conséquence d'une mauvaise anthropologie. C'est-à-dire qu'on a aussi redéfini l'homme comme un consommateur contribuable et plus comme ayant une dimension sacrée. Où le fait de s'engager dans le bien l'honore et lui donne confiance en lui. Et dès lors qu'on ne transmet plus ça à l'enfant, l'enjeu, si Dieu n'existe plus, si le sacré n'existe plus, c'est d'être le plus fort. Et là, effectivement, c'est le fait de se filmer en train d'humilier et d'avoir des spectateurs qui nous voient faire ça, qui va donner à l'enfant l'impression d'exister. Pourquoi ? Parce qu'en amont, quand il n'y a pas eu de sanction, si vous sanctionnez pas un enfant qui fait quelque chose de mal, en fait, vous l'abandonnez. Vous lui signifiez que ce qu'il fait n'a pas de conséquences. Et donc, vous lui mentez sur la réalité, et donc, il est complètement perdu. Et donc, moi, je pense que tant les harceleurs que les harcelés sont des enfants à abandonner parce que nous avons, dans notre société, renoncé à protéger moralement les plus fragiles qui représentent notre futur. Donc, c'est un suicide collectif de ne pas protéger les enfants. Et donc, on va parler notamment des responsables scolaires, parce qu'on le rappelle. Donc, on va parler de Pape Ndiaye plus tard, mais donc le proviseur notamment en question de ce collège, notamment il y a une
des bagarres qui s'est déroulée à l'extérieur du collège qu'il aurait vu. Il aurait assisté à l'une de bagarres en expliquant c'est à l'extérieur du collège, ça ne me concerne pas. Les parents de Lindsay lui ont dit que Lindsay avait écrit une lettre en expliquant qu'elle allait potentiellement qu'elle voulait se suicider. C'est le CPE et non pas le directeur du collège qui ont reçu les parents de Lindsay. Les parents de Lindsay voulaient voir les autres parents, les parents des camarades de Lindsay qui harcelaient donc Lindsay. Et donc, comment vous expliquez, Anne Coffini, qu'il là, il y a une véritable responsabilité, donc, notamment de ces responsables scolaires dans ce suicide qui n'ont pas voulu voir, ou alors il y en a tellement, notamment de mal-être de ces enfants, que finalement ils se sont dit que c'était un cas parmi d'autres. Alors, c'est important que vous posiez cette question, ça me paraît vraiment l'aspect central. Aujourd'hui, lorsque un proviseur veut faire carrière, c'est pas compliqué. C'est pas de vague. Il ne doit pas remonter de problème à sa hiérarchie. Et donc, vous trouvez ces conséquences-là de cet esprit tout à fait évident dans l'administration. Si vous remontez des problèmes à votre hiérarchie, vous devenez vous-même un problème. Donc, vous sapez votre propre carrière. Et donc, comme les gens sont en général ambitieux, ils ne le font pas. Vous trouvez donc les conséquences précises de ce mécanisme administratif malheureusement classique dans le domaine, par exemple, des atteintes à la laïcité. La plupart des atteintes à la laïcité ne sont pas remontées. Mais vous trouvez aussi ces problèmes-là dans les problèmes d'organisation d'épreuves, et notamment dans la tricherie. Vous savez qu'aujourd'hui, la tricherie est monumentale, elle est massive, elle est généralisée. Mais c'est pas remonté systématiquement au plus haut niveau du gouvernement. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des épreuves qui constituent le bac aujourd'hui n'ont plus aucun sens en raison de la tricherie. Et notamment la triche électronique, par le biais des contrôles continus, puisque les élèves massivement trafiquent les notes une fois qu'elles sont entrées sur le serveur. Donc on a un système où la vérité est déconnectée complètement de ce que les autorités font semblant de prendre pour tel, et les enfants, eux, sont tout à fait conscients de cette hypocrisie massive. Et donc ça sape la société beaucoup plus largement, et ça sape toute confiance dans le monde adulte et dans les institutions. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se dit quels sont les adultes d'aujourd'hui, on peut aussi se dire quels seront les adultes de demain. Eh bien, les adultes d'aujourd'hui ou de demain, ce sont des gens qui sont des futurs anarchistes. Ce sont des gens qui n'auront aucun respect pour l'État, probablement pas tellement plus pour la parole donnée, et qui sauront que tout est un jeu de masques et d'irresponsabilité. Et ça, je pense que c'est extraordinairement grave et que ça générera de futures violences et globalement une sorte de déconstruction du lien social et de la règle du jeu social. Parce que ça soit pour les atteintes à la laïcité, que ce soit pour le harcèlement, que ce soit pour les problèmes de bac, en fait, les informations sont étouffées. Tout ça parce que chacun veut faire carrière, ou bien parce qu'on sait que de toute manière, ça ne servira à rien, ça servira juste à faire des statistiques et il n'y aura aucune conséquence. Alors pourquoi vous-même, vous allez détruire la note de votre établissement et le présenter comme un établissement à problème, quand vous savez que votre sincérité ne conduira à aucun geste précis, aucune aide précise, aucune réaction précise des autorités supérieures. Donc on voit un cercle vicieux avec mensonge, lâcheté, et ensuite impunité, et du coup abandon de l'action, manque de courage et renoncement global à assumer ses responsabilités. Et tout ça a un effet anti-éducatif majeur, et ça fait partie de ces choses qui poussent fortement les familles, quand elles le peuvent, vers les écoles indépendantes, parce que ce sont des écoles qui sont plus petites et dans lesquelles la responsabilité est concentrée. Le proviseur ne peut se retourner vers personne. C'est-à-dire que s'il y a un problème, le directeur, puisqu'on l'appelle le directeur dans les écoles privées indépendantes, il doit assumer le problème. C'est lui le responsable, c'est lui qui doit sanctionner le professeur, l'élève, convoquer les parents, etc., etc. Lorsque vous êtes dans des structures où il y a une dilution totale de la responsabilité sur fond de lâcheté généralisée, en fait, ça ne peut plus marcher. Donc, pour moi, il y a un double problème dans cette question de harcèlement. Il y a une structure globale qui encourage la lâcheté à cause du pas de vague et de l'impunité. Et puis, il y a cette perte de spiritualité, pour reprendre le vocabulaire de Marie-Estelle Dupont. C'est en fait, quelle que soit la religion, on a besoin
euh, Je crois. d'une vision collective, unanime, sur le fait que certaines choses sont acceptables, d'autres ne le sont pas, et que nous, adultes, ou nous, autres enfants, nous n'avons pas à rester les bras ballants face à ça. On peut connecter ces illustrations de harcèlement aussi à tous les phénomènes de non-assistance à personne en danger qui sont massifs. Dans le métro, dans la rue, une femme peut se faire violer devant l'impunité la plus totale en plein jour. Oui. Alors donc là, ça pose aussi la question. Alors, Marie-Estelle Dupont. Pardon, juste le dernier point, Allez-y. ça pose aussi la question de l'entraînement au courage. Et ça, pardonnez-moi de rajouter un point, alors ça va paraître peut-être un petit peu paradoxal, mais je suis frappée par le fait que la chose qui est très très mal vue, par exemple, c'est des combats, c'est des disputes, c'est des coups de poing, enfin c'est des enfants, par exemple, qui se battent dans la cour de récréation. C'est vraiment l'horreur, c'est horrible, votre fils s'est battu, etc. Et d'un autre côté, on va laisser des enfants se harceler ou se battre en dehors de l'école. Et aussi se harceler dans l'espace scolaire. Donc en fait, globalement, il y a une perte d'habitude du courage physique, parce que se battre, c'est quelque chose d'horrible, qui fait que la plupart des gens qui ne sont pas spécialement méchants sont incapables de poser le moindre acte de courage physique. Là aussi, je pense qu'il y a une réflexion à avoir, parce que si on veut des adultes et des jeunes qui soient un peu courageux, il faut quand même qu'ils aient eu l'occasion dans leur vie de se battre, ne serait-ce qu'une fois. Marie-Estelle Dupont, là-dessus. Bien sûr, et il y a aussi un élément de dissociation, hein, c'est-à-dire que par exemple, moi je parle de non-assistance à personne en danger collectif dans notre société vis-à-vis des enfants et pas seulement dans les cas de harcèlement scolaire. C'est-à-dire que je pense vraiment que le harcèlement scolaire, c'est un des symptômes. Mais par exemple, pendant la crise sanitaire, on a vu des situations d'abus de certains professeurs qui humiliaient des enfants dont le masque était mal mis, etc. Et là, on revient à cette notion en fait d'absence d'empathie et de dissociation, c'est-à-dire qu'on a des adultes qui sont eux-mêmes tellement dissociés de leur affect et de leur réflexe de protection qu'ils ne sont pas en mesure de poser une limite. Et en général, cette dissociation vient du fait qu'il y a eu, pour ces adultes eux-mêmes, un conditionnement à « si tu ne te soumets pas, tu seras puni, tu seras exclu, tu seras ostracisé du groupe, tu ne feras pas carrière ». Et donc, en fait, leur ego, évidemment, prend le dessus sur la moralité, ce que disait en fait Anne Coffinier autrement. Donc ça me semble très important d'avoir bien en tête que des adultes qui laissent faire ça et qui sont donc lâches et qui sont complices de ce qui se passe sont des adultes dont on s'aperçoit qu'ils sont totalement dissociés de toute une partie de leur sphère cognitive que sont les compétences sociales et l'empathie. C'est-à-dire que ça n'imprime plus, ça ne fait pas sens pour eux. Le fait qu'une petite fille se fasse traîner par les cheveux dans la rue, on va se cacher derrière la loi, voire derrière la procédure, si la loi n'est pas assez claire, en disant oui, mais c'était pas dans l'établissement, c'était sur le trottoir, et il n'y a plus aucune référence à l'éthique, à savoir, je me dois d'être une figure secourable pour une personne vulnérable. Et donc il y a un éloignement, on l'a dit, des parents, il y a un éloignement, il y a un effondrement de l'autorité, on va le dire, donc des parents, des personnes des parents des harceleurs, on va les appeler comme ça. Et puis il y a aussi un éloignement de l'État, parce que donc la mère de Lindsay l'a dit, Pape Ndiaye n'était pas sincère. Il a dit, Pape Ndiaye, nous n'avons pas les moyens de cet harcèlement, c'est un échec collectif. Alors il y a déjà eu des lois qui caractérisent le harcèlement scolaire. On parle de sanctions allant jusqu'à 40 000 €, mais en même temps, on dit qu'il ne faut pas de sanctions graves, mais il faut des alternatives éducatives. Alors, je voulais parler de ça avec vous, Marie-Estelle Dupont, notamment, parce que vous pensez que c'est ça, c'est les alternatives éducatives, c'est peut-être ça, c'est ça la solution contre le harcèlement scolaire, ou c'est le baisse général du niveau? Il va falloir prendre conscience d'une chose, c'est que les adolescents d'aujourd'hui ne sont pas les adolescents d'il y a 30 ans, puisque la plupart d'entre eux sont justement élevés par des parents qui sont encore des adolescents et qui ont du mal à gérer la frustration et l'interdit. Donc, à partir de là, on va devoir avoir une approche transversale et pluridisciplinaire avec des psychologues, avec des juristes pour repenser le droit des mineurs. Et moi, je pense que quand il y a une inclusion réciproque dans la société, quand les parents échouent, il y a l'établissement, quand l'établissement échoue, il y a la loi de la cité. Et on va devoir penser la sanction beaucoup plus tôt. Là, on a eu un cas quand même de viol par des petites filles en primaire sur une autre petite fille. Donc, il y a évidemment la question de la pornographie, etc., etc. Et je pense que toute l'idéologie d'éducation sexuelle à l'école fait des dégâts terribles. Mais au-delà de ça, il y a la question de comprendre qu'un enfant ne peut pas devenir responsable de ses actes s'il n'y a pas de sanction. Et nous, on est dans le paradigme inverse.
On dit à un mineur, il n'est pas responsable de ses actes parce qu'il est mineur. Non, mais si à un moment donné, vous ne lui faites pas comprendre qu'il est responsable de ses actes et que ses actes ont une conséquence, il ne peut pas intégrer l'interdit. Donc moi, je suis pour des sanctions carrément d'enfermement. On implique les parents avec le mineur. Évidemment, il n'est pas question d'aller mettre un enfant de 10 ans dans une prison avec des multirécidivistes et des dealers. Il n'en est pas question. Il est question qu'il soit coupé du groupe, comme le dit très bien Maurice Berger, en fait. À un moment donné, ton acte, c'est pas celui que tu martyrises qui va être exclu du groupe, c'est toi que ça va exclure du groupe. Donc, tu es mis à l'écart du groupe. Avec le soutien de ta figure parentale, il n'est pas question que l'État se substitue aux parents, bien entendu, mais qu'ils viennent aider l'autorité parentale quand elle échoue à poser la loi, pour que l'enfant comprenne sur un temps court ce que ça fait. Et là, je vous assure que ça imprime. C'est-à-dire, quand ça fait 20 fois que vous êtes relâché ou pas pris ou que vous arrivez à contourner le système, évidemment que ça n'imprime plus. Mais si c'est dès le début, une sanction courte, immédiate et ferme sera efficace. Et je crois que Maurice Berger dit quelque chose de très important. Il dit, en fait, le problème, c'est que les adultes détournent les yeux parce qu'on a une espèce de mini-négationniste en nous, c'est-à-dire qu'on a une résistance à voir le mal. Et moi, je suis frappée, notamment chez des gens de ma profession, par le sentimentalisme. C'est-à-dire qu'on dirait qu'on veut toujours s'excuser par la psychologie de ce qui peut être une dérive, comme si le bien et le mal n'existaient pas. Mais je crois qu'en matière d'éducation, il n'y a pas la place pour le sentimentalisme. Et que si on veut pas que ces enfants deviennent des barbares, il va falloir les sanctionner très très tôt, en fait, avec des paroles, mais très tôt et de façon très cohérente. Anne Coffinier, vous vouliez réagir là-dessus ? Oui. Sur cette question de la culture de l'excuse, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on peut peut-être la nommer, là, on assiste à un harcèlement. Face à ce harcèlement, on voit des gens qui sous-réagissent. Et pourquoi ils sous-réagissent? Parce que, effectivement, d'une part, ils sont lâches, ils veulent faire carrière, mais aussi ils se disent peut-être qu'on ne connaît pas tout, et puis le harceleur, peut-être lui-même, c'est une victime, et puis peut-être que quelque part, il a des raisons d'être comme ça, et puis bon, et puis peut-être aussi il est d'un autre horizon, soit il a des difficultés familiales, soit il est une origine culturelle, enfin bon, donc on va chercher toutes sortes de bonnes raisons pour ne pas intervenir. Et donc en fait, on a renoncé à une logique où il y a des choses qui sont inadmissibles, quel que soit le motif, quelle que soit la difficulté de celui qui pose l'acte, etc. Donc, si on revient à une logique beaucoup plus simple, où on ne fait pas toute l'archéologie de l'auteur d'un délit, et où on revient simplement au fait que ce n'est pas possible à l'égard de notre personne de se comporter comme ça, et la sanction est immédiate, et on appelle les parents de manière immédiate, eh bien, je pense qu'on peut progresser très fortement. Et en manifestant qu'en fait, il y a une sortie de l'humanité, il y a une sortie de ce qui est acceptable dans la vie collective. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? On entend souvent qu'en fait, il faut déplacer l'élève harceleur. Ah oui, on peut le déplacer, mais s'il est déplacé dans un autre établissement et qu'il n'y a pas plus de sanctions, en réalité, il va aller d'établissement en établissement, il ne se passera pas grand-chose. Moi, j'ai sous les yeux, malheureusement, dans la ville où je suis, l'histoire d'un garçon qui harcelait sexuellement au primaire, dont je ne dis pas le détail, qui est assez gore, une série d'enfants. Le juge a été saisi, finalement, il a été déplacé dans un autre établissement, il se trouve qu'il continue. Oui, donc c'est ça, c'est déplacer le problème. Et le proviseur du nouvel établissement n'agit pas. N'agit pas parce que les parents eux-mêmes n'agissent pas, et les parents n'agissent pas parce que c'est pas les parents concernés, ils disent qu'ils veulent pas se mêler des affaires de l'autre. Or, les parents de l'enfant concerné n'agissent pas, soit parce qu'ils n'ont pas vraiment conscience du problème, soit parce qu'ils ont des problèmes sociaux, économiques, culturels divers qui font qu'ils sont dépassés par d'autres réalités. Donc en fait, déplacer un enfant harceleur n'est pas en soi suffisant. C'est pas possible. C'est comme un professeur qui pourrait être toxique. Il suffit pas de le déplacer d'un établissement à l'autre. Estelle Dupont là-dessus. Oui, c'est une évidence. On déplace le problème. Il n'y a aucune transformation à aucun moment. Et en plus, à chaque fois, selon la manière dont le dossier a été monté, l'élève harceleur qui est changé d'établissement, on peut trouver des manières de maquiller la raison pour laquelle on change d'établissement. Donc en plus, il va bénéficier d'un a priori positif et il n'y aura pas de vigilance de poser sur lui. Et en général, ils sont déjà très, très malins et très, très outillés d'une manière qui est stupéfiante pour leur âge pour créer une emprise sur un petit groupe de courtisans qui vont l'admirer avec toute une hiérarchie et une vassalisation d'élèves témoins, témoins actifs, témoins passifs. Et il faut comprendre que dans le harcèlement, il y a toutes ces strates, en fait. Il y a le premier harceleur, le chef de bande, en quelque sorte, et puis il y a les témoins actifs, et puis il y a les témoins passifs, etc. Et puis il y a ceux qui vont être pris dans
dans l'endoctrinement de peur de devenir une victime. Donc il faut comprendre que tous ces phénomènes d'emprise sont déjà à l'œuvre et très très tôt, et je crois qu'il faut vraiment qu'on sorte de la naïveté. Bon, et puis voilà, je crois qu'il faut le répéter, on a vraiment renoncé à jouer notre rôle en tant qu'adulte, en fait, de protection des mineurs. Je trouve que la manière, et je fais le parallèle avec la crise du professionnel en crèche, la manière dont on abandonne les enfants et les adultes qui s'en occupent dans la société, en dit très long sur notre rapport à l'enfance, en fait. Ça en dit très très long sur notre anthropologie et sur notre rapport à notre avenir. Alors Anne Coffini, pour finir sur le nouveau plan d'Elisabeth Borne elle a dit que le harcèlement scolaire sera la priorité de septembre. Elle veut notamment étendre le programme phare contre le harcèlement scolaire au lycée. Elle veut aussi un référent dans chaque collège pour lutter contre le harcèlement. Brigitte Macron, qui elle est aussi une ancienne enseignante, on le rappelle, a nommé donc la maire de l'INSEE ambassadrice contre le harcèlement scolaire. Alors, est-ce que vous pensez que tout ça va changer quelque chose ? Il y a une prise de conscience quand même de l'état de harcèlement scolaire, que ce n'est plus un enchaînement de faits divers, mais qu'il y a un vrai phénomène. Alors, le fait de dire que telle cause est une cause nationale, malheureusement, ça n'a absolument aucun impact. On l'a vu par exemple pour le handicap, c'est supposé être une cause nationale, et puis rien. Les élèves sont toujours pas scolarisés, les AVS sont toujours pas là, ils sont pas formés, ils sont pas payés. Donc ça, malheureusement, c'est comme la journée pour les femmes ou la journée pour ci, pour là. Ça fait vraiment partie de cette société du spectacle, si je veux dire, malheureusement, et qui consomme des priorités les unes derrière les autres. Par contre, l'investissement personnel de Brigitte Macron me paraît plus important et je crois qu'il est tout à fait sincère et il mérite d'être salué. Et le fait que quelqu'un comme la maire de l'INSEE s'occupe de ce sujet me paraît aussi sain. Ça sera plus difficile d'imposer des solutions absurdes ou de ne pas l'écouter vu qui elle est et par quoi elle est passée. Bon, ça me paraît un aspect positif, mais il y a des choses qui sont vraiment structurelles et je doute à très court terme, l'école publique soit capable d'inverser la question. Ce qui me paraît fondamental, c'est le rôle des parents. C'est-à-dire que lorsque un élève A harcèle un élève B, le proviseur doit intervenir immédiatement en expliquant à cet élève A, le harceleur, que c'est inacceptable, lamentable, et que s'il entend encore la moindre chose, il sera viré, sanctionné, ce qu'on veut, qu'il puisse être dissuasif. Et que naturellement, les parents vont être immédiatement informés de son attitude. Ça peut être la première étape. Deuxième étape, qui peut être très rapprochée dès la deuxième réitération, dès la première réitération plutôt, c'est de convoquer les deux parents, les parents, de la victime et du harceleur, dans une séance où on met sous les yeux des parents l'attitude de leur enfant, en leur disant votre enfant se comporte d'une manière indigne, inhumaine, inacceptable. Donc vous êtes les parents, vous êtes responsables, vous faites le nécessaire, sinon votre enfant est viré. Et donc on en arrive à une question qui est toute simple, c'est qu'en fait aujourd'hui l'école publique n'est pas organisée pour virer des élèves. C'est tout bête, mais c'est central. Il faut que l'école publique s'organise pour avoir des établissements publics dans lesquels on peut mettre des élèves qui ne jouent pas le jeu soit humain, soit du fonctionnement d'un établissement, soit du respect des autres, etc. C'est nécessaire. Il faut que ces établissements soient pas vus comme une gentille balade, mais en prennent conscience. Mais autrement. À un moment, j'ai été directeur de cabinet dans le nord de la France, par intérim. On va devoir finir là-dessus, mais dites-nous, mais on va devoir finir là-dessus. Je finis rapidement. Donc, j'étais directeur de cabinet en Picardie. Et il y avait un garçon qui, littéralement, harcelait la totalité d'un immeuble. C'est-à-dire qu'il avait quasiment vidé le HLM. Il brûlait les voitures, il brûlait tout. Donc, la police l'a déplacé dans un centre pour enfants semi-fermé, qui était en Corse. Et le lendemain, il était revenu. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on a un problème avec un enfant qui devient un danger pour les autres, si on réagit d'une manière tellement inconséquente, molle et impuissante, évidemment, ça ne fera que amplifier, parce qu'il est revenu en héros national. Oui, c'est ça. Voilà. Donc,
Merci Anne Coffinier, merci à vous Marie-Estelle Dupont. Je crois qu'on a bien balayé ce sujet terrible du harcèlement scolaire. Et puis voilà, on rappelle qu'aussi le but de l'éducation nationale, c'est de permettre d'élever ses enfants. Et donc aussi la baisse de l'instruction a aussi un rôle à jouer dans cette explosion du nombre de harcèlement scolaire. Merci à toutes les deux. Merci Marie-Estelle Dupont. On rappelle, vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute, auteur de Se libérer de son moi toxique, de l'anti-mère. Une psychologue raconte comment elle a survécu à une mère maltraitante et de réussir son divorce aux éditions Larousse. Merci à vous Anne Coffinier. Vous êtes présidente de Créer son école et fondatrice de la fondation Kairos pour l'innovation éducative. Merci à toutes les deux.